Je dois avouer que l'élément mâle prédomine aujourd'hui autour de la table des grosses têtes, mais ces dames ne s'en plaindront pas, car il y a toutes les variétés de séducteurs. D'abord, le plus jeune, mais ça lui passe chaque jour, c'est Vincent Perrault. Bonsoir, j'ai tout à apprendre de mes aînés, là. Un grand séducteur qui non seulement conquiert les femmes, mais les épouse et leur fait des enfants et mène parallèlement une carrière de séducteur sur la scène. Francis Perrin. Et leur paye des pensions aussi, mais ça c'est autre chose. Ça c'est normal. Hein. Eh oui, faut bien. On ne peut pas se marier plusieurs fois, s'entraîner les anciens mariages. C'est un peu comme ça que ça se passe. Oui, mais c'est bien. Bah d'ailleurs, c'est bien. Il est lui aussi. C'est bien. Il se console. Hein. Il est lui aussi expert en séduction. Il a d'ailleurs sur les rapports entre les principaux sexes des idées tout à fait précises, mais que par optimisme, il ne développera pas aujourd'hui. Jean-Pierre Coff. Et puis, l'idéal pour vous, mesdames, si vous êtes meublés en ancien et pas logés très spacieusement, car c'est un séducteur légèrement fripé, mais qui peut aller avec du Louis XV ou même un mobilier chinois. Ça s'adapte très bien. Hein. Sim. Vous avez vu mon petit tour de mannequin, on aurait dit Claudia Schiffer légèrement fatiguée. Oui, après un gros accident. C'est Claudia bien chiffée alors. Et dis-moi, Claudia chiffonné, oui, c'est chiffonné, oui. Oui, Claudia chiffonné. C'est Claudia chiffonné. Est-ce que tu te faisais draguer parfois quand tu faisais la baronne de la Tronchambier? Est-ce que certaines personnes croyaient que tu pouvais vraiment être une gonzesse? Il m'est arrivé, j'ai eu des affaires extraordinaires parce que il y avait une habilleuse qui était mignonne tout plein, qui aimait bien les femmes. Et à chaque fois qu'elle m'habillait, elle me voyait en femme, et là j'avais droit à des câlineries que je n'aurais pas eu si j'étais resté en homme. Ah ouais, non, ça va. Dis donc. Oui, oui. Mais est-ce que vous aviez quelques sensations nouvelles Bah oui, parce que les ceintures jartelles se prenaient dans mes poils et ça me faisait très mal. Que j'en porte rarement à l'habitude. Oui. Vous n'avez jamais porté le travesti, Monsieur Coff? Non. Jamais. Je cherche, non. Il y avait à l'Alcazar un numéro où il y avait un jeune homme, très beau jeune homme brésilien qui portait des porte-jartelles, des barésies, des porte-jartelles. Vous présentez le spectacle. Et je présentais le spectacle. Ouais. Et il y avait, quand il était en porte-jartelles, des frissons dans la salle et une excitation très sensible, perceptible quand on était sur scène. Et je me disais, quand les femmes rentrent le soir à Brie-Comte-Robert ou à Coulommiers après le spectacle, elles doivent dire, Robert, les porte-jartelles, c'est dans le deuxième tiroir de la commode. Car c'est très excitant, je pense, pour une femme de voir son mari en porte-jartelles. Pourquoi, lorsque vous avez évoqué la détresse sexuelle, vous avez parlé de Coulommiers? Parce que c'est mon lieu de naissance. Et ça me touche particulièrement. Vous êtes né à Coulommiers? Oui. Oh, bien, le brie de Coulommiers, magnifique, meilleur que le brie de Meaux. Ah ouais, oh, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre dans une ville où il y a un fromage? Quand je dis Coulommiers, d'ailleurs, on me dit ah le brie. Si j'étais né au Mans, on m'aurait dit ah les rillettes. Oui, mais quand même, Coulommiers. Enfin, moi, je vous voyais mieux naître à Cambrai, personnellement, mais à cause des bêtises. Merci. Mais Coulommiers, ça tombe bien pour un fromage quand même. C'est un joli nom, un fromage qui coule. Coulommiers. Ah oui, c'est vrai. Un fromage à noisille sec, c'est plus emmerdant. Oui. Il sent quelque chose, le Coulommiers ou pas? Quand il est très vieux, comme Castelli. C'est vrai que tu manges pas de fromage. Ah non, tu sais voilà, moi, voilà fromage, un spécimen d'individu qui a un vrai gros manque, c'est Vincent Perrault qui ne mange pas de fromage. Ah non, Dernièrement, j'étais à Livaro et c'est vraiment très... C'est vrai que c'est bon aussi. C'est un arabe? Halivaro. Halivaro. Un fromage qui sent pas, c'est l'odeur du fromage, c'est l'odeur du sexe des anges. Ah oui. Ah, tu m'as fait peur. Et oui, là on peut se passer de fromage. Je suis pas pressé de monter au ciel. On connaît pas les mêmes.
J'étais samedi soir dîner à Valenciennes et on m'a offert un maroilles. J'ai passé un dimanche de rêve. J'en ai mangé au petit déjeuner sur une tartine beurrée. Mais t'en as encore sur ton col. Oh non, écoute, j'ai fait toute ma journée avec ce coulommier. C'était un bonheur. Maroilles. Oui, toute une journée avec un coulommier, c'est pas assez gros. Enfin, celui de coulommier en tout cas. C'est ce qu'a dit le juge à Bernard Tapie à Valenciennes. Vous n'allez pas nous en faire un fromage. Ah non, c'est bon le fromage. Première citation de Monsieur Tabar, qui a dit « Entre le cocu et le maquereau, il n'y a comme différence que quelques sous, et encore pas toujours. » Alphonse Boudard? Non. Il est mort. Frédéric Dard. Il est vivant. Perret? Non. C'est quelqu'un que nous connaissons, que nous citons de temps en temps, qui est venu aux grosses têtes pendant un temps, qui ne vient plus aujourd'hui. Jean-Yann. Non. Doris? C'est Pierre Doris. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est finement observé d'ailleurs, hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Voilà, Monsieur Coff verse à boire d'un bras, d'une main qui ne tremble pas, à Francis Perrin, parce que j'ai remarqué que les poivreaux n'aimaient pas boire seuls. Pardon, excusez-moi, c'est un terme générique. Pas les poivreaux, je veux dire les vrais connaisseurs. Mais vous aviez déjà compris ce que ce mot signifiait dans ma bouche. Et je lève mon verre de badois à votre santé. Oui, il a vu la tête de Coff, il n'a pas compris grand-chose. Il est ébahi, Jean-Pierre, là. T'es ébahi, là. Je comprends pas pourquoi il m'invite pour me dire tout le temps des méchancetés. Vous me traitez maintenant d'alcoolique, de poivreau, à chaque fois que je viens. Pas du tout, pas du tout. Si, chaque fois il y a une mais même illusion. quand tu viens pas. Alors, il tremble, vous n'avez pas votre dose, enfin ces trucs comme ça. Ça me fait de la peine, qu'est-ce que vous voulez que je... Si, ça me fait de la peine, je vous le dis. Je suis vraiment désolé, vous foutez de moi, vous voyez, à peine la bouteille est arrivée, Perrin tend et le gamin là-bas fait des signes désespérés, et c'est lui qui a pratiquement gardé la bouteille, enfin voyons. Il est très bon. Non, le vrai problème, Philippe, c'est que si on peut pas picoler un petit coup à la radio, où est-ce qu'on va le faire? C'est le seul endroit où logiquement ça doit pas se voir. Chez soi, on peut boire chez soi, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de ballon en plus. Non. Sauf si vraiment on est cinglé, qu'on veut absolument voir la cadence avec laquelle on monte. C'est qu'une fois, moi c'était dans la région de Coulommiers, un jour je me fais choper et on me fait... Ah oui, c'est parce que j'ai une maison par là. Je me fais choper en pleine nuit par des flics qui m'arrêtent, ils me demandent de souffler dans le ballon. Je souffle, ils me disent « Vous êtes malade ?» Je dis non, pas du tout. Vous êtes sous antibiotiques? Non. Il me dit mais qu'est-ce que c'est que cette couleur-là? On n'a jamais vu une couleur pareille. On avait dépassé tous les scores possibles. Question de Monsieur Rapin. Que fait l'oursin avec sa lanterne d'Aristote? Bah, il fait de la vinaigrette. Il s'éclaire. L'oursin? Ah, il attire l'oursine pour l'exciter. Non, il est le seul à avoir cette particularité de posséder une lanterne d'Aristote. Ça il fait voit pas de lumière quand même. Non, on l'a appelé comme ça. Avec, non Parce qu'il est philosophe? Non, mais parce que on pense que, puisque Aristote avait été en son temps chargé de la classification des animaux, il avait le premier décrit cette particularité de l'oursin. Parce que c'est hermaphrodite, un oursin. Les vôtres, peut-être. Moi, j'ai eu affaire à des hermaphrodites très normaux. C'est ni mâle ni femelle, un oursin. Vous croyez? J'en suis pas sûr. C'est vrai? L'huître, oui. Mais l'oursin, je ne sais pas. Ça dépend où vous la mangez. Bah, écoutez, j'en ai un dans mon agenda, je vais lui téléphoner tout de suite. Enfin, la sexualité de l'oursin est pas débridée. Hein. Pourtant, vous devriez le savoir, puisque vous avez écrit un bouquin sur les oursins. J'ai fait un bouquin, oui. Bah, dans le Oui, caviar, mais dans le caviar, c'est autre chose. Hein. On voit rarement des oursins dragués dans les boîtes de nuit, par exemple. Non, on les trouve plus souvent dans la poche par les temps qui courent. C'est vrai. Alors, Un seul orifice. C'est pas parce que l'oursin n'a qu'un orifice. oui, mais il s'en sert bien, hein. Il fait beaucoup de choses. Je dis pas le contraire. Et cette lanterne, elle est à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. À À l'extérieur, ce serait un bordel, hein. Ce serait plus un oursin. Il s'en sert pour ses fonctions digestives. Oui, enfin, avant que les fonctions digestives s'exercent. Il C'est mange, pour digérer, c'est son estomac, avec c'est et en sa même bouche. temps il. Voilà, c'est donc son appareil Masticateur. masticateur. Et ensuite, comme il n'a qu'un orifice, Il vomit, quoi. enfin bon, Il évacue. pas tout de suite. C'est pour ça que il essaye de ne pas aller à table et aux toilettes aux mêmes heures, car c'est un animal tout à fait organisé. Bonne réponse de Sim et de Jean-Pierre.
c'est bon les oursins. C'est dommage que ce soit si cher, mais Dieu que c'est bon. C'est très emmerdant à ouvrir. Hein. Oh, papa, un gant de caoutchouc, mes enfants. Vous mettez un gant en mappa, les gants de ménage. Oui, mais... Vous faites le ménage chez vous. Pour tendre une serpillière. C'est emmerdant, faut ouvrir tout ça. Non, tu sais ce que tu prends des petits sécateurs. Ça va tout seul. Tu enfonces la partie, le support du sécateur, tu l'enfonces dans le truc d'Aristote. Le seul orifice qui est. Et puis tu donnes, clac, un coup vertical, et puis ensuite tu fais tout le tour, puis c'est fini, puis tu le secoues pour faire tomber l'eau et tout ce qu'il y a dedans. J'en ai pêché, moi. J'en ai pêché à l'île du Levant. J'ai fait un peu de naturisme. J'ai arrêté parce que les gens voulaient plus que j'en fasse. Mais ça, ils sont bien là-bas. J'ai pêché des oursins et c'est extraordinaire. C'est tout simple. On fait ça avec une fourchette et un cajot de fruitier, de légumier comme ça. On plonge. Le cajot, vous le mettez sur l'eau, donc il flotte. Et avec la fourchette, vous piquez l'oursin, vous remontez. Et puis alors on met le bord de la fourchette sur le bord du cajot. L'oursin tombe dans le cajot et on replonge pour en trouver d'autres. C'est curieux, les pêcheurs sont souvent seuls. Là, vous dites que vous allez pêcher avec votre cajot. Oui, mais c'est un cajot en bois, vous savez, ces petites choses qui récoltent les légumes, là. C'est un chapeau à ma sœur que j'avais, en l'occurrence. Enfin, c'est le hérisson des mers, hein, finalement. Il se défend, hein. Il n'est pas d'un accès facile. Un jour, aux îles de l'Érins, j'ai marché dessus. Je vous jure, je vous souhaite vraiment pas de marcher un jour sur un oursin. Parce qu'en plus, ces saletés d'épines, quand vous marchez dessus, se cassent à la base. Même si vous avez une pince à épiler tout de suite. En l'espace de quelques secondes, ça vous rentre dans le... Alors, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais, il va au restaurant, il marche dans l'assiette, lui. Qu'est-ce que tu fais, là? Il faut immédiatement que tu mettes de la glycérine. Quand on va pêcher les oursins. Mais oui, bien sûr. Ne partez jamais pêcher sans votre pince à épiler et sans votre glycérine. Non, la pince à épiler ne sert absolument pas, Philippe. Glycérine, tu te masses le pied avec de la glycérine et il sort tout seul. Ah oui, ça d'ailleurs, c'est vrai. Ça fait ça beaucoup, la glycérine. Non. Faut vraiment le faire, hein. Installer le trou du cul sur un oursin, je vais vous dire, faut vraiment avoir le caberlot complètement dérangé, hein. Ah, excusez-moi, mais là, quand même, il faut le faire, hein. Ça, c'est quelque chose. À partir d'un excellent conseil qui consiste à dire mettez-vous de la vaseline quand vous avez connement marché sur un oursin, comme le fait Perrault. À partir de là, installer la vaseline, le cul, ça rentre, ça sort. Faut vraiment... là, t'es vraiment malade, toi. C'est pas possible, quand même. Mais vous vous rendez compte, le cheminement, la mécanique du type, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais il pense qu'à ça. Ah, tu m'épates, Francis. Je m'attendais pas à toi. Je m'attendais pas à ce que tu me parles de vaseline, moi non plus. Hein. En général, j'en parle pas, je te dis franchement. Je savais pas que pour les oursins, ça faisait sortir... En général, ça fait rentrer, si vraiment tu veux changer de sujet. Ah bah non, alors là, ça écoutez, n'engageons pas de débat. Une fois qu'on y est, on y est. On a le pied dedans, alors autant mettre les deux. N'exagérez pas, vous l'avez voulu, on y est. Ah non, j'ai pas voulu du tout. Vous l'avez cherché. J'imaginais pas qu'en vous posant une question sur les oursins, ça dégénérerait comme ça. Pas du tout. Je vous crois, c'est pervers pour l'avoir vu venir de très loin. Ah oui, ça... Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Avant de se quitter pour aujourd'hui, rejoignons les grosses têtes dans la nuit des temps du 22 juillet 1996. Autour de Philippe Bouvard, Vincent Perrault, Francis Perrin, Sim et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Vitry. Quel nom avaient donné les Bidas d'Arras à De Gaulle quand il faisait ses classes avec eux au 33e régiment d'infanterie? Le grand machin, comme pour les Nations Unies. La grande saucisse ou un truc comme ça. La grande, pas saucisse, mais la grande perche. La grande perche. La grande asperge. La grande asperge. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. La grande asperge. Oui, bon, je sais à quoi ça vous fait penser, on arrête, hein. À chaque fois, vous me regardez, bordel. Non, on a déjà parlé des asperges. Ah oui, on a déjà parlé des asperges une fois et ça a été terrible. J'ai été obligé de me fâcher encore. Mais c'est vrai que pour faire sortir les asperges, faut mettre de la glycérine aussi, c'est pas une blague, hein. Ça pousse mieux, hein. Il faut une gouge pour faire sortir des asperges. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais ça va. Oui, c'est un outil spécial dont on ne se sert que pour les asperges. Non, une gouge aussi, c'est un instrument de menuiserie. Ouais. Moi, je vais aller me gouger. Je suis fatigué, là.
Ça m'étonne que Vincent Perrault ne raconte pas l'histoire de la visite de l'évêque dans le jardin des religieux. Voilà. Oh, vas-y, Vincent. Non, vas-y, j'en ai une autre pour après. Vas-y. Non, vas-y, celle-là. Je t'en prie. Bon, j'y vais, moi. Oui, politesse. Ce qui est emmerdant, Politesse pour une saloperie. Ce qui est emmerdant, c'est que je la connais pas. Allez-y. L'évêque qui doit venir dans une communauté de religieux. Et c'est vous, finalement, qui vous dévouez. Oui, alors, vous êtes gonflé, alors, vous. Alors. Et puis, elles sont très fières, les religieuses, de leurs asperges. Malheureusement, dans la nuit qui précède la visite du prélat, il y a une gelée qui survient et toutes les asperges meurent. Alors le lendemain, elle se concerte et la mère supérieure dit au jardinier qu'est-ce qu'on peut faire pour que Monseigneur voit quand même que nous avons cultivé des asperges. Il dit j'ai une idée, ma mère, je vais aller me mettre sous terre, vous allez me recouvrir de terre et je laisserai juste dépasser mon sexe. Et je me mettrai comme ça avec quelques amis et vous viendrez, vous direz vous voyez, les premières asperges viennent de sortir. On imagine. J'ai honte, hein. Non, j'aime bien. Bon. Non, mais en plus vous la racontez bien. Hein. Alors, entre la honte et le silence, j'ai choisi. L'évêque vient, visite les bâtiments, puis on l'entraîne au jardin. Au verger, devrais-je dire. Vous avez l'air un peu... Vous êtes gêné, là. Alors là, il est gêné, il est tout rouge. Et il est accompagné par une religieuse de l'évêché. Il la délègue et lui dit, ma sœur, allez donc voir ces asperges. Peut-être pourrez-vous en cueillir une. Et elle revient, au bout d'un moment, elle est un petit peu troublée. Elle dit, alors ma sœur, vous n'avez pas cueilli les asperges? Je dis, non, monseigneur, elles sont pas encore à maturité. Vous avez du mal à vous en sortir, là. Comment faire propre, c'est ça la question. Comment sur la pointe de ces asperges. J'attends la chute avec impatience. Mais ce sont des asperges extraordinaires, car... je peux pas. C'est une horreur. C'est une horreur. Quand on les caresse, elles grandissent et même. Attends, laisse-le faire. Oui. Alors, elles grandissent. Non, et quand on continue, elles donnent même la béchamel. Ah oui, je n'osais pas. Merci, Francis. Ah non, mais moi, j'aurais pas fait ça à ta place, tu vois. Non, c'était bien parti, il était tout rouge. J'ai honte pour vous quatre. Quand je pense que vous vous êtes bagarrés pour raconter cette ordurerie. Franchement, vous avez pas honte des hommes de vos âges. C'est honteux, c'est misérable. C'est tout ce qui nous reste, hein. C'est un beau légume, l'asperge. Ah oui. Non, un peu trop saisonnier, malheureusement. Trop saisonnier. Oui, saisonnier, c'est mon cas. Madame de Maintenon disait que c'était un légume qui éveillait à l'amour. Et c'était une connaisseuse. Ah, oui. Salope. La réputation de cette bonne femme est incroyable. C'était quand même une cochonne, quoi. Oui, mais sur le tard, elle est devenue quelqu'un de... Demoiselle de Saint-Cyr. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle faisait avec elle? Elles n'auraient pas à bouffer des asperges, ça part dans le CV. Ça part dans un sens, dans un autre. Non mais attendez, vous les tenez comme un bouquet de fleurs. Mais je les offre. Vous pouvez aussi les manger dans une assiette. Oui, mais je les offre, moi. Mais moi, ça ne me choque pas qu'on les mange avec la fourchette, mais pas du tout non plus qu'on les mange à la main. Ah oui, mais vous savez qu'elles sont petites depuis très peu de temps. Oui, je sais, moi. Oui. Au début du... Au début du siècle. Je savais pas que tu connaissais ma vie intime. La carotte, ça vous fait rêver. L'asperge, ça vous éveille des idées. Mais il n'y a pas un légume. On peut plus parler de légumes maintenant. C'est terrible quand même. Vous êtes obsédé par le cul. À quand la courgette? Parce que ça, j'attends ça avec impatience. Parlons de la laitue. C'est le seul légume qui ne soit pas aphrodisiaque. Ça dépend. Si on parle d'une femme, il y en a qui ressemblent. Hein. C'est le seul légume reconnu comme calmant les ardeurs, la laitue. Tous les autres légumes... Ça dépend où on met les feuilles quand même, non? Et ça, c'est Vous voulez les mettre?
C'est un légume d'homosexuel, la laitue. Laitue, non, oui, mais je veux pas qu'on le sache. Et alors donc l'asperge était beaucoup plus grosse au début du siècle. Bah oui, ça je le sais. 18 cm de circonférence. Oh là, c'était des monstres. C'était imbouffable, ça devait être filandreux. Ça se mangeait à la fourchette en bah petits c'est ça, on bouts. peut pas les bouffer comme ça parce que là. Là, Argenteuil, Il y avait le monstrueux d'Argenteuil. le gros monstrueux de 40 ans, etc. Ah ouais, ah bah ça c'est. Là je viens juste Là, de c'est un passer le cap. Si vous connaissiez le petit minable de 60... Le fût du gros monstrueux de 40 ans. La contrepétrie est pas loin. C'est 20-22 de long, le fût, mais ça doit faire 4-5 de circonférence. Il parle C'est un très bel objet, le quoi? Non, mais je sais pas. Tu parles de quel fût, là? Du poireau, du monstrueux de 40 ans. Il y a un fût? Ah bah, la partie blanche du poireau, ça s'appelle le fût. D'un côté de cette assemblée, je suis le seul représentant qui parle réellement botanique, et vous, de l'autre côté, vous parlez de tu. Mais parce que chez nous, la botanique aussi, hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.